Bonjour à tous mes chers auditeurs et bienvenue sur La Raconterie. Je suis Lucas Baran, votre narreur, et aujourd'hui nous retrouvons Rob et Laïa sur Shkehaville afin d'en savoir un peu plus sur la mystérieuse affaire dont les a chargés Dino Valcaringhi. Pas de point sur l'auteur aujourd'hui, mais sur l'histoire, pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Rob et Laïa, deux talents pouvant lire les pensées et sentiments des gens, ont été convoqués sur la planète Shkea par l'administrateur de la colonie humaine pour répondre à une question des plus mystérieuses. Shkea est peuplée de Shkéens, un peuple simple, existant depuis plus longtemps que l'humanité, mais étant resté à l'âge de bronze. Leur particularité est qu'ils ont tous la même religion, à laquelle ils adhèrent à 40 ans, pour ensuite se donner à une créature qui s'appelle le Grishka, et ensuite mourir. C'est leur culture, et pour une fois, les humains ont décidé de ne pas trop juger. Mais depuis peu, quelque chose inquiète Valcaringhi. Des colons humains se sont adonnés à cette religion. Rob et Laïa vont-ils percer le secret derrière cet étrange culte? À voir. En tout cas, la dernière fois, quand nous nous sommes quittés, Dino Valcaringhi leur donnait rendez-vous en bas de la tour de la colonie pour leur faire un petit tour de Shkehaville. Et cette soirée se passa ainsi. Une fois de retour dans notre chambre, nous avons troqué nos habits pour des vêtements plus élégants. J'ai opté pour une tunique bleu foncé, un pantalon blanc et un foulard tricoté assorti. Pas le dernier cri, mais j'espérais que Shkea serait en retard de plusieurs mois sur la mode. Laïa a enfilé un collant d'un blanc soyeux veiné de fines lignes bleues qui, à la chaleur de son corps, ont commencé à former des dessins sensuels sur son corps. Les lignes extrêmement lascives mettait en valeur sa minceur, avec la plus grande précision. Une cape imperméable bleue complétait l'ensemble. Il est étrange, ce Valcaringhi, a-t-elle lancé en attachant sa cape. Ah, je me battais avec la fermeture magnétique de ma tunique, qui refusait de fonctionner. Tu arrives à percevoir quelque chose quand tu le sondes? Non, justement. Elle avait fini d'ajuster son vêtement et s'admirait dans le miroir. Puis elle s'est tournée vers moi en faisant virevolter sa cape. Il pensait ce qu'il disait. Les mots ne correspondaient pas toujours exactement, bien sûr, mais il ne s'agissait que de nuances. Valcaringhi avait beau avoir l'esprit tout à la conversation, il y avait un mur derrière. J'ai pas réussi à percer un seul de ses secrets. J'ai fini par triompher de la fermeture. Pauvre petite. Eh bien, tu pourras toujours réessayer ce soir. Remarque qui m'a valu une belle grimace. Pas question, je chante pas les gens en dehors des horaires de travail, ça se fait pas. Sans compter l'effort que ça demande. J'aimerais pouvoir lire les pensées aussi facilement que tu lis les émotions. C'est la rançon du talent, ma chère. Plus on a de talent, plus élevé est la rançon, voilà tout. J'ai fouillé nos bagages à la recherche d'une cape, sans rien trouver qui convienne. Autant y renoncer, de toute façon, la mode des capes était passée. Je n'ai pas réussi à obtenir grand-chose de Valcaringhi, moi non plus. On aurait pu en découvrir autant rien qu'en regardant ses jeux de physionomie. Il doit avoir une sacrée maîtrise mentale. Mais je lui pardonne. Il a du bon vin. Laïa a acquiescé. À qui le dis-tu? Ce truc m'a fait du bien. Il m'a débarrassé de la migraine que j'avais à mon réveil. Ça doit être l'altitude. Et je me suis dirigé vers la porte. L'entrée était déserte, mais nous n'avons pas eu à attendre longtemps. Cette fois, Valcaringhi conduisait sa propre aéromobile, un vieil engin noir qu'il possédait manifestement depuis un bon bout de temps. Gourlet n'était pas du genre sociable, mais Valcaringhi était accompagné d'une femme, une créature de rêve aux cheveux auburn, du nom de Laurie Blackburn. Plus jeune encore que Valcaringhi, elle semblait avoir dans les 25 ans. Le soleil était en train de se coucher quand nous avons décollé. L'horizon tout entier ressemblait à une tapisserie magnifique dans les tons rouges et orangés, et une brise fraîche soufflait de la plaine. Dédaignant la climatisation,
Valkarengi a baissé les vitres pour nous laisser regarder la ville plongée dans le crépuscule. Nous avons dîné dans un restaurant luxueux au décor baldurien. Un choix destiné à nous mettre à l'aise, je suppose. Mais qui servait une cuisine très cosmopolite. Les épices, les herbes et les recettes venaient de Baldur. Les viandes et les légumes étaient shkéens. Un mélange intéressant. Valkarengi a commandé pour tout le monde, et nous avons finalement goûté à une douzaine de plats différents. Mon préféré ? Un minuscule oiseau shkéen cuit dans une sauce piquante. Il n'y avait pas grand-chose à manger, mais c'était délicieux. Nous avons également éclusé 3 bouteilles de vin pendant le repas. Le vin shkéen, que nous avions goûté l'après-midi, une carafe de Veltar baldurien, bien frais, et du vrai Bourgogne terrien. La conversation s'est très vite animée. Valkarengi était un conteur-né et savait tout aussi bien prêter l'oreille. Bien sûr, nous avons fini par parler de shkéa et des shkéens, avec Laurie en vedette pour le coup. Ça faisait 6 mois qu'elle se trouvait sur Shkéa, à préparer un doctorat d'anthropologie extraterrestre. Elle essayait de découvrir pourquoi les civilisations shkéennes restaient sclérosées depuis des millénaires. Leur civilisation est bien plus ancienne que la nôtre, vous savez, nous a-t-elle expliqué. Ils vivaient dans des villes bien avant que les hommes n'acquièrent l'usage des outils. Ce sont des astronautes shkéennes qui auraient dû nous découvrir, pas le contraire. Ça a déjà fait l'objet d'un certain nombre de théories, n'est-ce pas ? Lui ai-je demandé. Oui, mais aucune qui fasse autorité. D'après Cullen, par exemple, ça viendrait de l'absence de métaux lourds. C'est un facteur incontestable, mais certainement pas le seul. Pour Von Amrin, les shkéennes auraient eu la vie trop facile. Il n'y a pas de grands carnivores sur la planète. Rien n'aurait donc développé l'agressivité de leur race. Une thèse qui a valu pas mal de critiques à son auteur. Shkéen n'est pas une planète à ce point idyllique, sans quoi les shkéennes n'auraient jamais atteint ce niveau actuel. En outre, qu'est-ce que le grishka sinon un carnivore ? Il les mange, non ? Et vous ? Qu'en pensez-vous ? C'est enquise Laïa. Que c'est lié à la religion. Même si je n'ai pas encore déterminé la nature de ce lien. Dino m'aide à parler avec les shkéennes. Ils sont assez ouverts. Mais ça reste malgré tout difficile de réaliser ce genre de recherche. Elle s'est interrompue pour décrocher un regard appuyé à Laïa. Du moins pour moi, ce serait plus facile pour vous, je suppose. Refrain connu. Les normaux considèrent souvent les talents comme des personnes indûment favorisées par rapport à eux, ce qui me semble parfaitement compréhensible, puisque c'est vrai. Mais Laurie ne nous en voulait pas pour autant. Elle avait parlé avec une sorte de nostalgie rêveuse, sans le moindre venin dans la voix. Valkarengi s'est penché pour lui passer un bras autour des épaules. Et là, assez parlé boutique. Rob et Laïa auront tout le temps d'approfondir la question demain. Laurie l'a gratifié d'un sourire ambigu. D'accord, je me suis laissé emporter par mon enthousiasme, désolée. Ne vous excusez pas, ai-je fait. C'est un sujet très intéressant. Donnez-nous une journée ici et on partagera probablement tout votre enthousiasme. Laïa a acquiescé, ajoutant que Laurie serait la première informée si nos recherches venaient à étayer sa théorie. Moi, j'écoutais à peine. Ce n'est guère élégant de sonder les normaux quand on sort avec eux, je sais, mais il m'arrive parfois de ne pas pouvoir m'en empêcher. Valkarengi avait enlacé Laurie. Il l'avait tranquillement attirée à lui. Ma curiosité était en éveil. Je me suis senti un peu coupable en le sondant. Il était euphorique, un peu saoul, je suppose. Il se sentait sûr de lui, protecteur, parfaitement maître de la situation. Chez Laurie, en revanche, c'était un véritable chaos. De l'incertitude, de la colère rentrée, un soupçon de peur, vague et imperceptible. Et de l'amour confus, mais très fort. Il ne pouvait guère s'adresser à moi ou à Laïa. Elle aimait Valkarengi. J'ai cherché à tâtons la main de Laïa sous la table, trouvé son genou, l'ai doucement pressé. Elle s'est tournée vers moi, souriante. Elle ne sondait pas, ce qui m'allait fort bien. Sans que je sache trop pourquoi, ça m'ennuyait que Laurie soit amoureuse de Valkarengi, et je ne voulais pas que Laïa se rende compte de mon mécontentement. Ce qui restait de vin a disparu en un rien de temps. Valkarengi s'est empressé de régler l'addition. « Allons-y » a-t-il lancé en se levant. « La soirée ne fait que commencer et nous avons un programme chargé. » Nous avons donc poursuivi les réjouissances. Pas d'holofilm, ni rien d'aussi banal, bien que la cité comptât un grand nombre de salles de projection.
L'étape suivante, ça a été un casino. Le jeu était autorisé sur Shkea, bien sûr, et s'il ne l'avait pas été, Valkaringi l'aurait certainement légalisé. C'est lui qui a distribué les jetons, et au fil des parties, je lui ai rendu bien plus que je ne l'aurais souhaité. Idem pour Lori. Laia, quant à elle, n'avait pas le droit de jouer à cause de son talent trop puissant. Valkaringi a gagné gros. C'était un excellent joueur de roulette mentale, et il se débrouillait aussi très bien dans les jeux classiques. Ensuite, un bar. Encore à boire, et un spectacle made in Shkea, bien meilleur que je ne m'y attendais. Il faisait nuit noire quand nous en sommes sortis. Je pensais que l'expédition touchait à sa fin, mais Valkaringi nous réservait une surprise. Une fois toute la petite troupe remontée dans l'aéro, il a ouvert la boîte à gants et en a sorti une boîte de dessoulants qu'il a entrepris de nous distribuer. « Dis donc, me suis-je écrié, c'est toi qui conduis, pourquoi aurais-je besoin de prendre ce truc ? Je commence tout juste à me sentir bien. »« Je t'emmène voir une authentique cérémonie cultuelle shkéenne, Rob, et je ne veux pas que tu te tiennes mal ou que tu dégueules devant les indigènes. Avale ton comprimé. » Je me suis exécuté. Ma tête a un peu cessé de bourdonner. Je me suis laissé aller dans mon siège et j'ai enlacé Laia. Elle a posé sa tête sur mon épaule. « Où allons-nous ?»« À Shkeaville, » m'a-t-il dit sans se retourner. « Au grand hall. Il y a une assemblée ce soir. J'ai pensé que ça pourrait vous intéresser. » Ça se déroulera en shkéenne, bien sûr, a ajouté Lori. Mais Dino vous servira d'interprète. Je parle un peu leur langue, moi aussi. Je comblerai les trous. Les yeux de Laia se sont mis à briller. Nous avions lu des articles sur les assemblées, bien sûr, mais nous ne nous attendions guère à assister à l'une de ces cérémonies dès notre première journée sur Shkea. Il s'agissait d'une espèce de rite religieux, une réunion confessionnelle collective pour les pèlerins sur le point d'être admis parmi les adhérents. Des pèlerins affluaient tous les jours dans la cité sur la colline, mais il n'y avait d'assemblée que 3 ou 4 fois par an, lorsque le nombre d'aspirants devenait assez élevé. L'aéromobile filait presque en silence au-dessus de la colonie brillamment illuminée. Nous avons survolé d'immenses fontaines qui dansaient en jeux de couleurs éblouissants et de magnifiques arches qui formaient comme des coulées de feu. Il y avait quelques autres aéros volant çà et là, et nous avons aussi vu quelques piétons en promenade le long des grandes avenues de la cité. Mais la plupart des gens se trouvaient chez eux. Des flots de lumière et de musique sortaient des maisons que nous dépassions. Puis, presque sans transition, l'aspect de la cité s'est modifié. Le terrain est devenu plus accidenté. Des collines ont commencé à défiler sous nos pieds, les lumières à disparaître. Les avenues ont cédé la place à des routes mal éclairées, caillouteuses et poussiéreuses, et les constructions de verre et de métal, c'était la mode, à de vieux dômes de briques. La cité shkéenne se révélait moins animée que sa consoeur humaine. La plupart des maisons étaient sombres, silencieuses. Puis s'est dressé devant nous un monticule plus haut que les autres. Il formait presque une colline à lui tout seul. J'ai remarqué une porte voûtée ainsi qu'une série de meurtrières. De la lumière et du bruit en filtraient, et il y avait des shkéens devant l'entrée. Je me suis soudain rendu compte que, bien qu'ayant passé presque toute une journée sur Shkea, c'était la première fois que je voyais des shkéens. De nuit, dans l'habitacle d'une aéromobile, c'était bien sûr assez limité, mais enfin je les voyais. Ils étaient plus petits que les humains. Le plus grand devait faire dans les 1,50 m, avec de grands yeux et de longs bras. C'est tout ce qu'on pouvait voir depuis le ciel. Valkaringi a atterri près du grand hall, puis nous sommes sortis pêle-mêle. Des shkéens passaient sous la voûte par petits groupes, venant d'un peu partout, mais la plupart se trouvaient déjà à l'intérieur. Personne ne nous prêtait la moindre attention, à part quelqu'un qui a hélé Valkaringi d'une voix flûtée, un peu grinçante, en l'appelant Dino. Même ici, il avait des amis. Il y avait une immense salle à l'intérieur, au centre de laquelle se dressait une grande plateforme grossièrement construite. Une foule énorme de shkéens se pressait autour. Le seul éclairage provenait de torches enfoncées dans des rainures le long du mur, ou plantées sur de grands poteaux autour de la plateforme. Quelqu'un était en train de parler, et tous les yeux protubérants regardaient dans sa direction. Nous étions les seuls humains dans le hall. L'orateur, dont les torches découpaient nettement la silhouette, était un gros shkéen entre deux âges qui parlait en remuant les bras d'un mouvement lent, presque hypnotique.
Sa langue se composait de toute une série de sifflements, d'ahans et de grognements que je n'écoutais que d'une oreille. Comme il était trop loin pour que je puisse le sonder, j'en ai été réduit à étudier l'aspect extérieur du personnage, ainsi que des Shkéens autour de moi. Pour ce que je pouvais en voir, ils étaient tous glabres, la peau orange, souple, striée de rides minuscules. Ils portaient de simples chemises multicolores en tissu grossier, et j'avais du mal à distinguer les hommes des femmes. Valkarengi s'est alors penché vers moi. « C'est un paysan qui parle. » m'a-t-il murmuré en prenant soin de ne pas parler trop fort. Il raconte à l'assistance tout le chemin qu'il a parcouru pour arriver ici, et quelques-unes des épreuves qui ont émaillé son existence. J'ai regardé autour de moi. La voix de Valkarengi était le seul bruit audible dans la salle. La foule gardait un silence absolu, les yeux fixés sur la plateforme, respirant à peine. « Il dit qu'il a 4 frères. » a continué Valkarengi. 2 sont allés jusqu'à l'union finale, le 3e est adhérent. C'est le dernier, le plus jeune, qui est propriétaire de la ferme à présent. Il a froncé les sourcils. « Ce type ne la reverra jamais. » a-t-il ajouté plus haut. « Mais il en est heureux. » Pourquoi, les récoltes sont mauvaises? A fait Laïa avec un grand sourire ironique. Elle avait suivi l'explication de Valkarengi, elle aussi. Je lui ai lancé un regard sévère. Le Shkéen continuait de parler. Valkarengi s'efforçait de traduire au fur et à mesure. Il raconte les fautes qu'il a commises, toutes les choses dont il a honte, ses secrets les plus noirs, les plus intimes. Il a parfois la réplique cinglante, il est orgueilleux. Il lui est même arrivé de frapper son jeune frère. Et puis il parle de son épouse et des autres femmes qu'il a connues. Il l'a trompée plusieurs fois. Dans sa jeunesse, il couchait avec des animaux parce qu'il avait peur des femmes. Il est devenu impuissant depuis quelques années, et c'est son jeune frère qui se charge de satisfaire sa femme. Et le récit s'est poursuivi, interminable, incroyablement détaillé. C'était à la fois surprenant et effrayant. Rien d'intime ne restait caché, aucun secret n'était laissé dans l'ombre. Je suis resté là à écouter les murmures de Valkarengi, impressionné, jusqu'à ce que le caractère sordide de cette réunion ne commence à me poser problème. J'avais des fourmis dans les jambes. L'espace d'une seconde, je me suis demandé s'il existait quelque part un être humain que je connaissais aussi bien que ce gros Shkéen. Puis si Laïana elle-même, avec son talent, connaissait qui que ce soit aussi intimement. C'était presque comme si le Shkéen voulait tous nous faire revivre l'intégralité de son existence, là, sur le champ. Son récit m'a paru durer des heures. Il a quand même fini par s'achever. « Il parle de l'union à présent. » a murmuré Valkarengi. « Il va adhérer, et ça le remplit de joie. Il le désire depuis si longtemps. Il est au bout de ses peines. Sa solitude va prendre fin. Bientôt, il déambulera dans la ville sainte et les clochettes chanteront sa joie. Et puis dans quelques années, l'union finale. Il retrouvera ses frères dans l'au-delà. » Non, Dino, arrête de coller des expressions humaines sur ses propos. Est intervenu Lori. En fait, il dit qu'il saura ses frères, et sous-entendu qu'ils seront aussi en lui. Valkarengi lui a souri. « D'accord, Lori, si tu veux. » Je me suis alors aperçu que le gros paysan avait quitté la plateforme. Un mouvement s'est produit dans la foule, et quelqu'un d'autre a pris sa place. Quelqu'un de plus petit, excessivement ridé, avec un grand trou béant à la place d'un de ses yeux. Il a commencé à parler, d'abord en cherchant ses mots, puis avec davantage d'assurance. « Celui-là est maçon. Il a construit beaucoup de dômes. Il habite la ville sainte. Il est tombé d'une coupole il y a très longtemps. Un bout de bois lui a crevé l'œil. Ça lui a fait horriblement mal, mais il a repris le travail moins d'1 an après, sans demander l'union anticipée. Il s'est montré très courageux et il en est fier. Il est marié, mais le couple n'a pas d'enfant, ce qui le chagrine beaucoup. Il a du mal à communiquer avec sa femme. Ils se sentent étrangers l'un à l'autre, ce qui l'attriste aussi. Mais il ne lui a jamais fait de mal et... Là encore, ça a duré des heures. Je recommençais à avoir la bougeotte, mais me forçais à me tenir quoi. Le spectacle avait bien trop d'importance. Je me laissais prendre au récit de Valkarengi, à l'histoire du Shkéen borgne. Ça ne m'a pas pris longtemps pour me retrouver aussi fasciné que les Shkéens qui m'entouraient. Il faisait chaud, étouffant même. L'air ne circulait presque pas sous le dôme, et ma tunique s'est bientôt retrouvée couverte de poussière et de sueur, tout comme celle des créatures entassées autour de moi. Mais c'était tout juste si je m'en apercevais. Le deuxième orateur a conclu comme le premier, par un long dithyrambe à propos de la joie de devenir adhérent, de bientôt atteindre l'union finale.
Vers la fin, je n'avais même plus besoin d'écouter Valkaringi. Le bonheur qu'éprouvait le Shkéen transparaissait dans sa voix, dans le tremblement qui l'agitait. Ou peut-être le sondais-je inconsciemment. D'habitude, pourtant, je n'arrive pas à sonder d'aussi loin, à moins que le sujet ne soit en proie à de violentes émotions. Une troisième personne est alors montée sur la plateforme et s'est mise à parler d'une voix plus forte, plus rapide que les autres. Valkaringi suivait le rythme. C'est une femme cette fois. Elle a donné 8 enfants à son mari. Elle a 4 sœurs et 3 frères. Elle a vécu à la campagne toute sa vie. La voix de la Shkéen s'est soudain faite plus aiguë, pour mourir enfin avec quelques brefs sifflements. Puis l'indigène s'est tue. La foule, à l'unisson, lui a répondu par d'autres sifflements. Une musique irréelle a empli d'écho le grand hall. Tous les Shkéen présents se sont mis à osciller et à siffler. Toute courbée, presque cassée en deux, la femme regardait la scène. Valkaringi a commencé à traduire, mais il butait sur un mot. Lori est intervenue avant qu'il n'ait le temps de se reprendre. Elle vient de raconter un épisode tragique et ils sifflent pour exprimer leur peine, pour lui montrer qu'ils partagent sa douleur. Oui, a confirmé Valkaringi, reprenant son rôle. Ce sont des condoléances. Dans sa jeunesse, un de ses frères est tombé malade, et comme il semblait sur le point de mourir, ses parents le lui ont confié pour qu'elle l'emmène dans les collines saintes, car ils ne pouvaient abandonner leurs autres enfants. Mais elle a eu un accident. Une roue de la charrette s'est cassée et son frère est mort, alors qu'il se trouvait encore dans la plaine. Il a péri sans connaître l'union. Elle s'en veut terriblement. La Shkéen avait repris son récit. Lori a recommencé à traduire, penchée vers nous, en murmurant. Elle répète que son frère est mort. Elle a failli à son devoir envers lui. C'est sa faute s'il n'a pas connu l'union. Et maintenant, il est seul, isolé. Il ne connaîtra pas... L'au-delà, a lancé Valkaringi. Il ne connaîtra pas l'au-delà. Ce n'est pas tout à fait ça, je crois. A dit Lori. C'est une notion... Valkaringi lui a fait signe de se taire. Écoutez. Et il a renoué avec son rôle d'interprète. Valkaringi parlait d'une voix de plus en plus rauque. Des 3 histoires, c'était la plus longue et la plus triste. La Shkéen a finalement été remplacée par quelqu'un d'autre, mais Dino m'a alors posé une main sur l'épaule et m'a indiqué la sortie d'un signe de tête. L'air frais de la nuit m'a fait l'effet d'un seau d'eau glacée. Je me suis soudain rendu compte que j'étais trempé de sueur. Valkaringi s'est dirigé en hâte vers l'aéro. La séance se poursuivait derrière nous sans que les Shkéen ne montrent le moindre signe de fatigue. Les assemblées durent des jours, parfois des semaines. Nous a expliqué Lori tandis que nous embarquions. Les Shkéen se relaient plus ou moins pour écouter. Ils s'efforcent de ne pas en perdre un mot. Mais l'épuisement finit tôt ou tard par les gagner. Et ils vont se reposer un peu avant de revenir. Ceux qui arrivent à tenir toute une assemblée sans dormir en tirent une grande fierté. Valkaringi a décollé en flèche. Il faudra que j'essaie un de ces jours. Je n'y suis jamais resté plus de 2 ou 3 heures, mais peut-être qu'en me bourrant de fortifiant, je pourrais tenir jusqu'au bout. Humains et Shkéen se comprendraient plus facilement si nous participions davantage à leur rite. Gustafsson a peut-être tenu le même raisonnement, ai-je lancé. Léger rire de Valkaringi. Possible, mais je n'ai quand même pas l'intention d'aller aussi loin que lui. Nous étions tous fatigués. Le retour s'est déroulé dans le silence. J'avais perdu la notion du temps, mais mon corps me soufflait que l'aube n'allait pas tarder à poindre. Laia, pelletonnée contre moi, semblait à moitié endormie. Je ne valais guère mieux. J'étais trop fatigué pour penser à quoi que ce soit en arrivant à la tour. Dès que j'ai mis un pied dans notre lit, je me suis endormi. Merci d'avoir suivi la 2e partie de cette nouvelle. J'espère qu'elle vous aura autant plu que la première et qu'elle vous donne envie d'en savoir un peu plus sur la suite. Si c'est le cas, le plussoiement est conseillé, ainsi que l'abonnement, ainsi que le clochage. Ça mange pas de pain après tout. Pour ceux qui aiment ma voix, mais pas ma tronche, pas de problème. Les liens vers les versions podcast sont disponibles
dans la description. Et pour ceux qui se demanderaient quelle est la douce musique mystérieuse qui berce les lectures, eh bien, elles ont été composées par une chaîne qui s'appelle COAG Music, un compositeur anglais qui est autant bourré de talent que moi de défauts. En attendant, la raconterie tire son rideau et vous donne rendez-vous ce vendredi avec un petit poème qui conseille les amoureux et qui a été écrit par ce bon vieux Victor Hugo. Je n'ai plus qu'à vous dire « Ah, Satan !» comme on dit sûrement dans Schkeaville. Estimant que nous saisirions mieux l'atmosphère des lieux si nous y pénétrions, estimant que nous saisisserons mieux l'atmosphère des lieux si nous y pénétrions, estimant que nous saisisserons mieux l'atmosphère des lieux si nous y pénétrions à pied, putain!